Bonjour à tous les passionnés de physique. Je vous pose une question. Savez-vous pourquoi l'énergie du Soleil peut tout faire, du vent à la biomasse, alors que le pétrole, lui, disparaît petit à petit? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les sources d'énergie renouvelables et non renouvelables, les différentes formes d'énergie et surtout comment elles se transforment sans jamais se perdre. Nous verrons aussi comment un simple geste peut isoler thermiquement un corps ou économiser de l'énergie au quotidien. Prêt à comprendre les différentes formes d'énergie, la chaleur et les convertisseurs d'énergie? Alors likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos expériences énergétiques. L'énergie, c'est un mot qu'on entend absolument partout, tout le temps. Elle fait tourner nos vies, nos appareils et même, à vrai dire, l'univers tout entier. Parfois, on la voit, elle est spectaculaire comme un éclair qui déchire le ciel, et d'autres fois, elle est complètement invisible. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de ce concept pour essayer de comprendre ce que c'est vraiment. Et ça nous amène à la question de base, la plus importante peut-être. L'énergie est partout, d'accord, mais qu'est-ce que c'est au juste? On nous dit tout le temps d'en économiser, on la paie sur nos factures, mais est-ce qu'on sait la définir? Pour y répondre, je crois que le plus simple, c'est de commencer par le début. Regardons d'où elle vient. Quelles sont ses sources? Eh bien, tout, ou presque, commence là, le Soleil. C'est ni plus ni moins qu'un réacteur nucléaire géant qui arrose la Terre de son énergie. C'est la lumière, c'est la chaleur, c'est ce qui met en route le climat, ce qui fait pousser les plantes. Bref, c'est la source originelle de quasiment tout ce qui bouge ici. Après le Soleil, il y a le vent, bien sûr. On le sent sur notre visage, on le voit qui fait danser les arbres. Mais si on y réfléchit une seconde, physiquement, c'est quoi le vent? C'est juste de l'air qui bouge? Une masse d'air colossale qui se déplace avec une force qu'on a parfois du mal à imaginer. Une force capable de faire tourner ces moulins des temps modernes que sont les éoliennes. Et puis, il y a cette autre grande catégorie, l'énergie du passé. Une énergie qui a été piégée, stockée sous terre pendant des millions et des millions d'années. Le pétrole, le charbon, le gaz. En fait, c'est un peu comme de l'énergie solaire préhistorique. Elle a été capturée par les plantes, puis concentrée au fil des âges. Et c'est cette énergie-là qu'on libère aujourd'hui pour faire fonctionner notre monde. Voilà, on a vu quelques sources, mais attention, elles ne se valent pas toutes. Et ça nous amène à la première grande distinction qu'il faut absolument faire, celle qui est au cœur de tous les débats aujourd'hui. Est-ce que la source s'épuise, oui ou non? Est-elle renouvelable? Alors d'un côté, on a ce qu'on appelle les sources renouvelables. Le Soleil, il a encore quelques milliards d'années devant lui. Le vent, il soufflera toujours. À notre échelle, à l'échelle humaine, on peut dire que c'est inépuisable. Et puis de l'autre côté, il y a les non renouvelables. Là, c'est différent. Le pétrole, le charbon, l'uranium, les stocks sont limités. Une fois qu'on a tout brûlé, eh bien, c'est fini, il n'y en a plus. Allez, petit test rapide. Le bois, par exemple, renouvelable ou pas? Et l'uranium? Les marées, la chaleur qui vient du centre de la Terre, les geysers. On pourrait hésiter, mais pour la science, les choses sont assez claires. Le bois, c'est de la biomasse, ça repousse, donc c'est renouvelable. L'uranium, c'est un minerai qu'on extrait, donc non renouvelable. Quant aux marées ou à la géothermie, elles sont considérées comme renouvelables. Et ce contraste visuel, il est vraiment parlant. D'un côté, le feu de bois, une énergie qu'on utilise depuis la nuit des temps, littéralement. C'est renouvelable, simple. De l'autre, une centrale nucléaire. Alors oui, c'est une source non renouvelable, mais avec une concentration d'énergie, une puissance qui n'a rien à voir et qui a totalement façonné notre monde moderne. Bon, maintenant qu'on a une meilleure idée des sources, passons à l'étape suivante. Il faut comprendre que l'énergie n'est pas une chose unique, non. Elle peut prendre plein de formes différentes. Et c'est là que ça devient intéressant, on va passer du visible à l'invisible. Alors, comment on met de l'ordre dans tout ça? Les physiciens ont une méthode. L'idée de base, c'est de séparer l'énergie en deux grandes familles. D'abord, il y a l'énergie à notre échelle, celle qu'on peut voir et sentir. C'est l'énergie macroscopique ou mécanique. Et puis, il y a tout ce qui se passe au niveau des atomes. Le monde de l'infiniment petit, ça c'est l'énergie microscopique. Commençons par la plus facile, la plus intuitive, l'énergie macroscopique. En gros, il y a deux types. L'énergie cinétique, c'est l'énergie du mouvement. Une voiture qui avance, une pomme qui tombe, tout ce qui bouge a de l'énergie cinétique. Et puis, il y a l'énergie potentielle. Ça, c'est de l'énergie qui est stockée, en attente, prête à être utilisée. Pensez à l'eau derrière un barrage, ou à un élastique qu'on a tendu. Maintenant, on plonge dans l'invisible. Prenons l'énergie thermique, la chaleur. Qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est juste l'agitation de milliards d'atomes. C'est un peu comme de l'énergie cinétique, mais à une échelle minuscule. Et l'énergie chimique ou nucléaire?
Ça, c'est de l'énergie potentielle, mais stockée dans les liens qui unissent ces particules. C'est énorme ce qui est stocké là-dedans. Ok, donc on a les sources et on a les formes. Le plus fou, c'est que l'énergie n'est pas coincée dans une seule forme. Elle passe son temps à se transformer. C'est le principe même de toutes nos machines. Mais attention, cette transformation ne se fait pas n'importe comment. Il y a une règle d'or, une loi fondamentale. Prenons un exemple tout bête. La vieille dynamo sur un vélo. Le pédalage fait tourner la roue. Ça, c'est de l'énergie cinétique. La dynamo prend ce mouvement et elle transforme en énergie électrique. Cette électricité file jusqu'à l'ampoule, qui la transforme en énergie lumineuse, mais pas que. L'ampoule chauffe aussi, elle produit de l'énergie thermique. C'est une véritable chaîne de transformation. Et cet exemple de dynamo illustre parfaitement la règle d'or dont on parlait, le fameux premier principe de la thermodynamique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire qu'on ne peut pas créer de l'énergie à partir de rien et on ne peut pas la faire disparaître non plus. On ne fait que la convertir d'une forme à une autre. La quantité totale dans l'univers est constante. Alors, pour pouvoir mesurer tout ça, pour mettre des chiffres sur ces transformations, les scientifiques ont une unité, le joule, symbole J. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne mesure jamais l'énergie totale d'un objet. Non, ce qui nous intéresse, c'est la variation. Combien d'énergie a été gagnée, perdue ou transférée. D'accord, l'énergie se conserve, elle se transforme. Mais comment elle passe d'un système à un autre? Comment l'énergie de mes jambes arrive-t-elle à la roue du vélo? Eh bien pour ça, il y a deux autoroutes principales pour le transfert d'énergie, ce qu'on appelle le travail et la chaleur. Le travail d'abord. C'est un transfert d'énergie qu'on pourrait qualifier d'ordonné. Il faut une force et un déplacement. Quand un tracteur tire une remorque, la force de traction du tracteur transfère de l'énergie à la remorque pour la faire bouger. C'est net, c'est mécanique. La chaleur, c'est tout l'inverse. C'est un transfert désordonné au niveau des atomes qui se fait toujours naturellement du plus chaud vers le plus froid. Et ce transfert de chaleur, justement, il est super important dans notre quotidien. Et il se fait de deux manières principales, la conduction et la convection. Comprendre la différence entre les deux, c'est comprendre plein de choses de tous les jours. La conduction, c'est quand la chaleur se propage sans que la matière ne bouge. L'image du forgeron est parfaite pour ça. Il met le bout d'une tige en métal dans le feu, le métal ne bouge pas, et pourtant l'agitation des atomes se transmet de proche en proche comme une onde le long de la tige. Et au bout d'un moment, ça brûle la main à l'autre bout. La convection, c'est le contraire. Là, il y a un déplacement de matière. L'exemple typique, c'est la casserole d'eau sur le feu. L'eau au fond chauffe, elle devient plus légère, donc elle monte. L'eau froide en surface, plus lourde, descend pour prendre sa place. Ça crée un courant, un mouvement dans l'eau, et c'est ce mouvement qui transporte la chaleur dans toute la casserole. Alors, si on met tout ça bout à bout, les sources, les formes, les transformations, les transferts, on arrive à une conclusion assez logique. Si certaines de nos sources s'épuisent et que l'énergie, elle, se conserve, ça veut dire que chaque joule qu'on utilise pour rien, chaque joule gaspillé, eh bien, il est perdu à jamais pour nous. Et c'est là qu'on peut agir concrètement. Et ce qui est génial, c'est que toute cette physique nous donne des pistes très claires pour agir. Des gestes simples. Quand on choisit une ampoule basse consommation, en fait, on choisit une transformation d'énergie plus efficace. Plus de lumière, moins de chaleur perdue. Quand on décale son frigo du mur, on aide la convection de l'air derrière lui. Il évacue mieux sa chaleur et consomme moins. C'est de la physique appliquée. Tenez un chiffre qui parle de lui-même. Augmenter le chauffage d'un seul petit degré. Ça semble anodin, non? Eh bien, ce simple degré, c'est 7% de consommation d'énergie en plus. 7%, c'est absolument énorme. Ça montre bien qu'un tout petit ajustement peut avoir un impact considérable. Et pour les transports, c'est pareil. C'est une application directe de la physique. Les chiffres sont juste dingues. Une conduite plus calme, sans à-coups, peut faire économiser plus de 40% de carburant. 40%. Pourquoi? Moins de transformation d'énergie chimique en énergie cinétique qui est ensuite perdue en chaleur dans les freins. C'est aussi simple que ça. Pareil pour le poids. 100 kg en plus, c'est plus de masse à mettre en mouvement, donc plus d'énergie consommée. Finalement, on en revient toujours à cette idée simple mais tellement puissante. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Chaque fois qu'on isole mieux une maison pour limiter les transferts de chaleur, chaque fois qu'on évite une transformation d'énergie inutile, on agit. En comprenant ce voyage de l'énergie, du visible à l'invisible, on a vraiment les clés en main. Alors la vraie question c'est, quel sera le premier geste? شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.